Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Aujourd'hui, on parle des baleines de la techno en bourse. Amazon, Apple, Alphabet, Facebook et Microsoft. En première partie du vidéo, on va discuter de la performance de ces entreprises au cours des dernières semaines et puis on va se projeter dans le futur et essayer de déterminer quel va être le mouvement du prix des actions de ces entreprises au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Qu'ont en commun ces 5 entreprises technologiques? En fait, c'est leur grande capitalisation boursière. Si on fait un tour d'horizon assez rapide, on voit que Amazon a une capitalisation boursière de 1,1 trillion, Alphabet 876 milliards, Apple 1,2 trillion, Facebook 534 milliards, Microsoft 1,3 trillion. À elles seules, ces 5 entreprises accaparent 20% de la capitalisation boursière totale du S&P 500 qui tournait autour de 21,4 trillions à la fin du mois de mars. C'est donc dire qu'elles ont un poids important dans le marché boursier américain. Et lorsqu'on compare ces entreprises technologiques au reste du marché, on s'aperçoit qu'elles ont relativement bien performé depuis le début de l'année. Si on prend le FNB XLK qui reprend le secteur technologique du marché boursier, la chute depuis le début de l'année n'est que de 2,5% comparativement au marché global, le S&P 500. La chute depuis le début de l'année est de 10,9%. Si on regarde le Nasdaq, qui incorpore beaucoup d'entreprises technologiques, la chute depuis le début de l'année n'est que 2,7%. Alors, comment expliquer la bonne performance de ces entreprises? Eh bien, essentiellement, les entreprises technologiques, du moins celles qui sont au tableau, ont une bonne santé financière, ont un bon bilan financier. Ce sont des entreprises qui sont performantes et qui ont une grande profitabilité. Autre élément à mentionner, c'est que la situation de crise sanitaire actuelle a amené plusieurs entreprises à soit augmenter l'utilisation des services offerts par les grandes entreprises technologiques ou à s'y inscrire, donc à devenir de nouveaux utilisateurs. Parmi ces services qui sont offerts, on peut nommer par exemple le cloud, que ce soit par Google, par Microsoft ou par Amazon. Donc les entreprises qui n'avaient pas de plateforme en ligne ont dû par exemple transposer leur modèle d'affaires en ligne en s'inscrivant dans par exemple au Amazon Web Services. Ou pour les entreprises qui utilisaient déjà les services, l'augmentation de la demande de leurs services en ligne a probablement favorisé une augmentation de l'utilisation des services de cloud offerts par ces entreprises. On va avoir un aperçu d'ailleurs de l'augmentation de ces services lors de la divulgation des résultats de ces entreprises au cours des prochains jours. Autre élément à mentionner, c'est évidemment l'utilisation du vidéo chat, étant donné que les gens travaillent de la maison. On a connu une croissance assez importante d'utilisation de ce genre de services. Par exemple, on peut nommer la compagnie Zoom, mais sachez que ces entreprises offrent aussi ce genre de services de vidéo chat pour tenir des conférences, que ce soit Google Meet, que ce soit Messenger Rooms, donc par Facebook qui va être lancé sous peu, Microsoft Teams, etc. On a aussi l'utilisation des services de streaming qui est en augmentation fulgurante. On l'a vu récemment avec Netflix, mais on a bien hâte de voir ce qui va savoir passer, par exemple, avec Apple TV, Apple Music aussi. On peut aussi parler de YouTube, de Facebook, d'Instagram. Évidemment, les gens sont confinés à la maison, donc l'utilisation des médias sociaux, mais des services de streaming est augmentée et ces entreprises vont trouver un moyen de rentabiliser ce temps de visionnement augmenté. Par ailleurs, on peut aussi parler de l'augmentation fulgurante des ventes sur le site d'Amazon, étant donné que les magasins sont fermés, eh bien, les gens se sont rabattus sur le commerce en ligne et Amazon a su en profiter. On ne peut pas dire que les travailleurs d'Amazon chôment présentement. D'ailleurs, la compagnie embauche de façon massive pour pouvoir répondre à la demande dans ces produits là, qui sont offerts sur son site de commerce en ligne. Alors, au final, ces entreprises ont servi en quelque sorte de refuge aux investisseurs qui ont fui les autres entreprises, donc qui ont été beaucoup plus affectées par la crise actuelle, comme par exemple les compagnies aériennes ou tout ce qui est relié au tourisme, donc les compagnies hôtelières, etc. Alors tout à l'heure, en début de vidéo, je vous ai dit que ces 5 entreprises accaparaient 20% de la capitalisation totale du S&P 500. Or, si on regarde historiquement, lorsqu'on avait une grande concentration de la capitalisation du S&P 500 au sein d'une poignée d'entreprises, ça a mené essentiellement à un déclin de ces entreprises qui accaparaient la majeure partie de la capitalisation boursière de l'indice boursier.
On peut prendre par exemple la bulle Internet des années 2000. On avait les entreprises qui représentaient une grande part du S&P 500. Or, ce qui s'est passé au cours des mois qui ont suivi, c'est finalement un déclin de ces entreprises, donc une perte de valeur en bourse. Et c'est ce qu'on pourrait voir se produire pour les 5 entreprises que j'ai nommées ici. Le scénario alternatif, c'est quoi? C'est une stagnation de la valeur de ces entreprises par rapport aux autres composantes du S&P 500. Alors, les autres composantes pourraient prendre de la valeur alors que ces entreprises seraient en mode de stagnation finalement. D'une façon ou d'une autre, un rééquilibre des forces devrait subvenir au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Donc, que ce soit une perte de valeur de ces baleines technologiques ou une reprise de valeur des autres composantes du S&P 500. Parallèlement, le S&P 500, l'indice du S&P 500, a perdu seulement 16% par rapport à son record de février, malgré tous les défis économiques qui se trouvent devant nous. Puis, si on creuse un peu plus, on s'aperçoit que la médiane de la baisse pour les composantes du S&P 500, c'est de 28% depuis les niveaux records. Or, pour la majorité de ces entreprises, on est loin de ça. On peut donc dire que le marché, le S&P 500, est soutenu par la relative bonne performance des entreprises à grande capitalisation boursière, dont ces entreprises technologiques, et que finalement, comme vous le savez sur la chaîne, j'ai parlé à plusieurs reprises d'un bull trap, et pour que cette théorie se réalise, inévitablement, il va falloir que la valeur de ces entreprises soit réévaluée. Donc, on ait une chute du prix de ces entreprises sur le marché. Sans ça, ça me semble très difficile de voir le niveau du S&P 500 redescendre par rapport à ce qu'il est présentement. Et si on se penche sur la valeur de ces entreprises en regardant par exemple le ratio cours-bénéfice, on réalise qu'elles sont surévaluées par rapport au prix du marché. C'est pas nouveau, ça fait depuis longtemps que c'est le cas. Mais si on regarde par exemple Amazon, le ratio cours-bénéfice présentement est à 104, le forward PE à 33. Alphabet est à 25,9, le forward PE à 31,6, c'est-à-dire qu'on prévoit finalement une baisse de la profitabilité pour Alphabet. Même chose pour Apple, on est à 21,6, forward PE à 23. Facebook, 28, forward PE 25. Microsoft, 29, forward PE 27. Alors que pour le marché, le S&P 500, on est à 21,9 et le forward PE à 20,98. Alors ici, on prévoit une augmentation de la profitabilité sur le S&P 500, ce qui me semble un peu optimiste compte tenu de ce qui se passe présentement dans l'économie. Maintenant, on entre dans la saison de publication des résultats financiers pour le premier trimestre de 2020. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va savoir quels ont été les gains et les pertes pour le premier trimestre. Évidemment, ça va être un aperçu, un petit aperçu de ce qui va se passer au deuxième trimestre. C'est vraiment dans ce trimestre-là qu'on va savoir quelle est l'ampleur de la perte de revenus parce que pour ce qui est du premier trimestre, les entreprises ont eu des revenus quasi normaux jusqu'à la mi-mars. Donc, la fin du trimestre est à la fin du mois de mars. Et puis, ça va être aussi les prévisions pour le deuxième trimestre qui vont être importantes. Donc, de quelle façon les entreprises vont prévoir leurs revenus, leur profitabilité pour le prochain trimestre, le deuxième et peut-être même pour le troisième trimestre. Alors, mis à part Amazon, comme j'ai mentionné, qui ne semble pas chômer, les autres entreprises devraient avoir certaines difficultés et je vais vous présenter quelques exemples ici. Si on prend Facebook et Google, la chute des revenus publicitaires devrait être très importante. Les entreprises coupent sur leurs coûts massivement pour essayer de passer à travers la tempête. Alors, tout ce qui est publicité, marketing, évidemment, les entreprises essaient de limiter le plus possible. Et dans le cas de Google, environ 83% de ses revenus proviennent de la publicité, que ce soit à travers son site de recherche de Google ou par exemple sur YouTube, etc. Donc, ça va faire mal à ces entreprises. Facebook, c'est pratiquement 100% de ses revenus qui proviennent de la publicité. Apple devrait aussi voir ses revenus chuter. Pour ce qui est du premier trimestre, on le sait, la Chine, les magasins ont été fermés pendant un certain temps en Chine et la Chine représente 16%. Donc, le marché de la Chine représente 16% des revenus d'Apple. Ensuite, pour ce qui est du deuxième trimestre, ça risque de ne pas être très jojo pour Apple parce que 83% de ses revenus proviennent de la vente de téléphones et d'ordinateurs, de montres, etc., tout ce qui est
matériel en fait. Le reste vient de la vente de services, comme j'ai mentionné, Apple TV, Apple Music, etc. Donc, j'ai hâte de voir de quelle façon l'entreprise va se prononcer sur les revenus anticipés pour les prochains trimestres, mais ça risque de ne pas être super jojo. Alors, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que les marchés vont revoir le prix de ces entreprises en bourse? Est-ce qu'on va réajuster le prix par rapport au fait que les profits, les revenus vont être grandement en baisse au cours de non seulement probablement du premier trimestre, on va le savoir cette semaine, mais aussi du deuxième et peut-être même du troisième trimestre. Alors là, reste à voir si les entreprises vont conserver leur haute capitalisation boursière ou si on va avoir un réajustement comme on a pu voir historiquement, que ce soit au cours de la dot-com bubble ou au cours des années qui ont suivi, lorsqu'on avait une grande concentration de la capitalisation au sein d'une poignée d'entreprises, on a vu finalement la chute du prix de ces entreprises pour rééquilibrer un peu le marché. Et puis, si ça se produit, évidemment, mais ça pourrait faire tomber le S&P 500 à des niveaux un peu plus bas que ce qu'on connaît présentement et peut-être concrétiser la théorie du bull trap. Ça reste à voir. Alors, j'aimerais savoir dans la zone commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Vous, pensez-vous que ces entreprises ont un niveau ou une évaluation boursière trop élevé présentement par rapport à ce qui risque de se passer lorsqu'ils vont dévoiler leurs résultats? Pensez-vous que ces niveaux vont tenir ou ils vont tomber? Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.